Meta, avec ce fameux projet-là, entrevoit une alternative au téléphone mobile. Là. Ça permettrait aux utilisateurs de voir ces notifications, de naviguer, de communiquer, d'interagir avec des applications directement via les lunettes. Un jour, le téléphone intelligent va disparaître et c'est fort probablement des lunettes en réalité augmentée qui vont venir remplacer tout ce qu'on a dans nos mains à tous les jours à l'heure actuelle. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé comme à chaque semaine. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme, Antoine, et énergisé. On est en train de fermer le mois d'octobre au niveau financier, puis on s'enligne vers notre meilleur mois à vie. Donc, très heureux. Donc, à suivre. Il reste quelques petites virgules à arrimer, mais tous les signaux indiquent la direction de ce qu'on s'en va. Et super content parce qu'on se rappelle qu'on a fait un très grand mouvement stratégique au 1er février de scinder l'entreprise en 2 parties et de se concentrer juste sur la partie d'automatisation numérique. Donc, les efforts commencent à porter fruit et on est pas mal content. Donc, bien énergisé cette semaine. Et toi, comment ça va, Antoine, de ton côté? Ben là, attends, là, on va pas parler de moi tout de suite. Là. Donc, juste ton segment d'automatisation des projets, donc l'entreprise où est-ce que vous opérez aujourd'hui, juste à elle seule, elle va faire plus que les 2 combinés jusqu'à maintenant? C'est ça qui va se dérouler? Pas encore. Dans le fond, l'objectif de faire plus que les 2 combinés, on espère y arriver dans un horizon de 6 à 9 mois devant nous. Et par contre, si on prend juste la section qu'on a gardée et qu'on isole les chiffres de cette section-là, on va faire notre meilleur mois à vie là, dans le fond, le mois d'octobre qu'on est en train de finaliser. Bon, ben félicitations, ça commence bien le podcast. Toutes mes félicitations, toute mon admiration. Jonathan, et pour répondre à ta question, écoute, les choses vont bien également. De mon côté aussi, comme tu le sais, j'en ai parlé quelques fois, il y a beaucoup de projets qu'on travaille présentement chez nous. Bien entendu, il y a toujours le volet service qui est très, très important ce temps-ci de l'année avec le Black Friday, le temps des fêtes. Tu le sais, on est dans un domaine très briques et mortier, boutique en ligne, e-commerce. Donc, c'est un moment où est-ce que nos équipes sont concentrées, focus. Les vacances ne sont pas offertes à ce moment-là de l'année. On doit rester travailler, c'est très important. Puis également, le lancement de notre logiciel technologique avance assez bien. On a à peu près une dizaine de clients jusqu'à maintenant qu'on fait des tests. On ne l'a pas lancé au grand public. On ne veut pas le faire tout de suite. On a encore des choses à régler, mais c'est assez excitant de travailler sur un projet différent. Et bien entendu, le podcast Histoire de foot qui me tient éveillé aussi. Donc, la vie est belle, les projets sont bien. Donc, on avance et on essaie de garder le cap. Rempli de projets, Antoine. J'aime ça. Cette semaine, Antoine, j'aimerais ça te poser une question parce que hier, je faisais une revue d'idées de projets à l'intérieur d'OpenMind avec notre directeur marketing et on est tombé dans notre outil de gestion de projet sur une carte qui était de potentiellement créer un effet de levier au niveau empreinte numérique avec nos gens à l'interne ici. Donc, en gros, c'était une idée que tu nous avais parlé dans les précédents podcasts, de ne pas être seulement la tête dirigeante très présent sur les médias sociaux, mais d'inciter son équipe à embrasser un petit peu cette empreinte-là numérique pour que chacun puisse développer un peu sa marque personnelle, mais en même temps, promouvoir un petit peu l'entreprise en tant que telle au bout de la ligne. Donc, de faire un maximum de bruit positif sur les médias sociaux. Et en tombant sur cette carte-là, je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais ça demander à Antoine comment ça s'est passé, cette expérience-là d'essayer d'embarquer un maximum de gens chez vous. Et je sais qu'avec toute ton humilité habituelle, tu vas nous dire que ça a bien été ou mal été. Tu vas nous livrer un petit peu en toute transparence ce qu'il en était. Donc, je te lance un peu la question, Antoine. Et je serais très curieux de savoir ce fameux projet-là, qui est un maximum de gens chez vous là, qui postent sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est déroulé? Puis tu peux peut-être nous remettre en contexte comment tu l'avais abordé avec ton équipe. Et après ça, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Puis qu'est-ce qui se passe pour le futur par rapport à ça? Ouais. Ben écoute, c'est une excellente question, Jonathan. Donc, un peu de contexte. Première chose qui est excessivement importante pour tous les gens qui écoutent le podcast, allez me suivre sur LinkedIn parce qu'en me suivant sur LinkedIn, vous allez comprendre un petit peu pourquoi tout ça a été fait. Plus sérieusement, je publie sur LinkedIn depuis environ 2020, je crois. 2020 peut-être, 2020, 2019, je ne sais pas exactement. Mais depuis un bon bout de temps maintenant. Et j'ai jamais été tellement bon, mais j'ai toujours été constant.
Et qu'est-ce qu'être bon sur LinkedIn? Mais je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de succès, qui ont été capables de trouver un bon angle, un bon brand, des bonnes rédactions, puis ils sont capables de rejoindre des centaines de milliers de personnes, des fois avec des publications. Ça n'a jamais été mon cas. Mes publications étaient capables d'aller rejoindre un certain nombre de personnes. Ça crée un petit peu de bruit autour de mon organisation. Puis je trouvais ça intéressant. Donc, ça m'a confirmé dans une idée de me dire, OK, si je suis capable d'aller rejoindre 10, 20, 30 000 personnes chaque semaine avec LinkedIn, est-ce que je serais capable peut-être de le multiplier par 5, par 10, si jamais plus de gens dans mon organisation en faisant la même chose? Et je pense que un des concepts que j'ai toujours été un très, très grand fan, c'est de se dire, en tant que président d'une organisation, on ne doit pas devenir notre organisation, on doit devenir un petit peu ce qu'on appelle un spokesperson de notre organisation. Donc, quelqu'un qui parle, qui est un porte-parole de l'entreprise. Et la meilleure manière de faire en sorte que l'entreprise soit capable de grandir, c'est si au final, il y a plusieurs porte-paroles. C'est comme ça qu'une entreprise prend vraiment, vraiment d'ampleur. C'est quand il y a plusieurs porte-paroles que tu as confiance qui parlent en bien de cette organisation-là, que ce soit des employés ou des gens de l'externe. Donc, on est parti de cette prémisse-là, de se dire, si on amène d'autres gens qui vont commencer à publier sur LinkedIn, est-ce que ça peut fonctionner? Et on a commencé avec des gens qui étaient un petit peu plus seniors chez nous, qui ont commencé à publier de manière intelligente. Et là, ultimement, on s'est dit, bon, c'est pas leur travail initial. Est-ce que si on payait les gens pour qu'ils commencent à publier sur LinkedIn, ça peut être une bonne approche? On le fait pendant 2 ou 3 mois. Donc, déjà, vous le voyez que c'est terminé. Donc là, vous allez vous dire, Antoine, ça a été un échec monumental. Attention, écoutez-moi jusqu'au bout. On l'a lancé. Et la vérité, c'est qu'au début, ça a été assez intéressant. Au début, et je pense comme n'importe quel projet, il y a comme une effervescence qui se crée. C'est la nouveauté. Les gens se sont mis à écrire. Les gens ont eu des réponses à leurs commentaires, à leurs publications. Plutôt, ils ont eu des commentaires à leurs publications. On crée un petit peu d'attention autour de nous. Oh, on est sur la place publique. On se fait reconnaître un petit peu plus. Et au départ, j'étais très, très, je te dirais, épaté où est-ce que les choses allaient. Et je me suis dit, ça pourrait être quelque chose qui dure sur le long terme. Donc, le premier mois est bon. Le deuxième mois, intéressant, mais je commence à sentir un premier coup de fatigue. Donc, qu'est-ce qui se déroule, Jonathan? Tu es un créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu également. On peut se catégoriser ici. Soyons honnêtes, on fait des podcasts. La difficulté, c'est la constance, puis d'avoir quelque chose à dire. Et si tu n'es pas prêt à vraiment te structurer pour avoir quelque chose à dire, chaque jour, chaque semaine, ça peut être très, très difficile d'être constant et surtout d'être cohérent, je dirais, à travers le temps. OK? Donc, ça a été vraiment une réflexion que je me suis faite et je vous le simplifie. Là. Donc, essentiellement, après le deuxième mois, je regardais les publications de mes collègues et là, je me suis aperçu qu'on était en train de publier pour publier. C'est-à-dire, les gens voulaient gagner leur bonus mensuel et je me mets à leur place. J'aurais fait la même chose. Mais vraiment, ça devenait de moins en moins intéressant à lire. Ça tournait en rond. On voyait que c'était créé pour certains d'entre eux avec l'IA. Donc là, tu te poses la question, est-ce que tu es en train vraiment de créer du bien pour ton organisation ou peut-être tu es en train de représenter ton organisation d'une manière un peu moins intelligente? Et là, j'ai commencé à me poser des questions et finalement, j'ai décidé de l'arrêter. Donc, comme je le disais, on pourrait penser que c'est un échec. Effectivement, le résultat final n'a pas été bon, mais comme je te l'ai mentionné juste avant le podcast, je ne lui ai pas émis une deuxième phase de réflexion. Donc, comme on le sait, n'importe quel projet en affaires, c'est très, très rare que du premier coup, on y arrive. C'est souvent un premier coup nous donne un portrait de la situation, on amène une première itération, on améliore un petit peu la situation, une deuxième itération, puis c'est souvent après 10, 15, 20, 30 itérations que la structure, la technique, le produit, le service atteint vraiment un niveau de qualité. Ici, je n'ai pas donné cette structure d'itération-là, mais je pense que je devrais. Et je pense que en 2024, bientôt 2025, je te le dis, Jonathan, si tu penses faire ça avec tes équipes, moi, je pense que ça reste une bonne idée. Je pense que ça reste une excellente idée parce que LinkedIn donne cette portée organique-là. D'avoir plus de porte-parole pour son organisation, c'est bon. La chose qu'il faut faire attention, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de mettre des cadres plus précis? Voici les thèmes qu'on va parler. Voici les choses qu'on veut absolument que vous soyez capable de parler à chaque semaine. On veut que vous parliez du podcast Pivot qui est sorti. On veut que vous parliez quand on a des nouveaux employés, pardonne-moi. Quand on recherche des nouvelles personnes, c'est quoi l'ambiance au bureau? On veut amener les gens au bureau. On veut des gens qui veulent postuler dans une organisation qui a une ambiance. On veut parler de ça. Donc, avec du recul, si j'avais à le refaire, et je risque de le refaire en toute transparence, je pense que c'est une bonne idée,
je risque d'arriver avec des cadres beaucoup plus précis, des structures d'écriture beaucoup plus précises pour faire en sorte que je facilite la vie un peu de mes collègues et également qu'après 2 mois, je ne regarde pas leurs publications puis je me dise, bon, ça ne sert pas à grand-chose, ça. Et c'est un peu là que je m'étais rendu. Donc, ça serait ça, je te dirais, en l'espace peut-être de 10 minutes, là, mes observations sur pourquoi je pense que ça peut fonctionner et pourquoi nous, ça n'avait pas fonctionné. Ou du moins, ça n'a pas duré à travers le temps quand on l'avait commencé l'année dernière. Il y a toujours un enjeu en tant qu'employeur quand on incite ses joueurs ou employés à aller passer du temps sur LinkedIn. On le sait que LinkedIn, c'est le terreau fertile des recruteurs qui sont constamment en train d'envoyer des perches et des petites lignes à l'eau un peu partout. Je donne un exemple. Nous, on avait à un moment donné recommencé à célébrer les anniversaires des gens sur LinkedIn. On dit bon 4 ans à notre directrice des ressources humaines. Puis là, elle nous ouvre son LinkedIn après pour qu'elle nous montre combien d'offres d'emploi qu'elle a reçues juste à cause de ce post-là. Ouais. Et tout le monde prenait, disait, hey, ça fait 4 ans que t'es là. Fait que t'es probablement dû pour quelque chose de nouveau. Tu sais. J'ai comme l'impression qu'il y a toujours une derrière-pensée qu'on a en tant qu'entrepreneur, de dire c'est bon de favoriser les gens à promouvoir les services sur LinkedIn, mais plus qu'on passe du temps sur LinkedIn, plus qu'il y a le risque de recevoir des offres et de venir jouer un peu dans notre tête. Il suffit d'une mauvaise journée que là, tu fais, là, je vais écouter ce que l'autre a à dire à ce moment-là. Donc, ma question pour toi avec cette philosophie-là, pour l'avoir essayé d'inciter tes joueurs à être plus présents sur LinkedIn, ou du moins d'une présence plus grande que organiquement ils auraient fait, est-ce que tu as vu des retours négatifs par rapport à ça? Est-ce que les gens t'ont parlé qui ont reçu plus d'offres d'emploi qu'à l'habitude? Est-ce qu'il y en a qui ont été passés des entrevues ailleurs ou qui ont été embauchés ailleurs? Je suis juste curieux de voir si tu as vu cet élément-là se matérialiser. Là. Ça ne m'avait pas effleuré l'esprit au départ. Je me suis dit que de toute façon, si quelqu'un leur offre une meilleure offre et qu'ils préfèrent aller travailler ailleurs, advienne que pourra, c'est la réalité du marché. Je ne sais pas si mes collègues ont reçu plus d'offres. Je sais qu'ils en reçoivent souvent. Ils me le disent des fois à la blague. Mais écoute, ça ne m'a pas arrêté, ça ne m'a pas marqué et je pense pas que c'est quelque chose qui m'arrêterait dans le futur non plus. Je pense qu'au final, de toute façon, si un collègue est pas heureux à un endroit, c'est juste une question de temps avant qu'il parte. Donc, si publier sur LinkedIn a été un accélérateur, advienne que pourra. Hein? Je veux dire, ça a été la réalité de la chose. Donc, moi, personnellement, c'est pas quelque chose vraiment qui m'a apeuré. La chose vraiment qui m'a poussé à vouloir arrêter le processus, c'est de se dire, OK, comment qu'on est en train de représenter J7 en ce moment? Est-ce qu'on est en train vraiment d'être une gang de gens qui sont en train de démontrer qu'ils sont capables d'utiliser ChatGPT pour faire des publications? Et en vérité, j'ai même pas challengé mes collègues à savoir si c'était ça qu'ils faisaient. Mais d'un point de vue externe, c'est comme ça que ça paraissait. Et ça semblait forcer à un certain point. Donc, je me suis dit, OK, là, on n'a pas la bonne structure. L'idée est bonne, l'initiative, l'envie est bonne, mais on le sait, entre une bonne idée et une bonne exécution, il y a 2 mondes. Et clairement, on sentait qu'il y avait une qualité d'exécution qui manquait ici. Donc, moi, ça a été ça, je te dirais, le frein à l'initiative plutôt que la peur d'avoir des recruteurs qui viennent cogner aux portes de mes différents collègues. Je pense qu'avec ou sans LinkedIn, ça serait arrivé de toute façon. C'est toujours un couteau à double tranchant qu'on a de la misère, je pense, à analyser et évaluer. Puis là, je me rapporte encore l'exemple que je donnais tantôt, qu'on avait recommencé à publier les joyeux anniversaires, Openiversaire qu'on appelle, et de voir ça se matérialiser alors que j'avais cette crainte-là. Je fais, mon Dieu, OK, ça l'active clairement de la sollicitation. Ben oui. Et suffit d'une mauvaise journée. Puis on le sait que dans un travail, dans une année complète, c'est impossible d'avoir 100% des bonnes journées. Donc, suffit que le timing soit au bon moment. Moi, j'ai toujours cette petite crainte-là. Je salue le fait que de ton côté, tu as moins peut-être cette crainte-là, mais moi, ça m'a toujours été un petit peu la crainte que j'ai eue. Puis, il y a même des gens à l'interne de l'entreprise ici qui m'ont dit, est-ce que tu trouves que je suis pas assez présent sur LinkedIn? Puis les gens disent, je veux pas y aller parce que sinon, je reçois tellement plein d'offres que ça me joue psychologiquement dans ma tête. J'oublie que je suis ici, mais ça a toujours l'air plus vert ailleurs, tu sais. Donc, souvent, il y a des gens qui m'ont dit, c'est comme si je serais en couple, je suis marié avec quelqu'un, pourquoi j'irais tout le temps dans un bar de célibataire à chaque jeudi soir? Intéressant. C'est sûr qu'à un moment donné, le diable va finir par faire son travail puis de me jouer dans ma tête. T'sais. Donc, il y a cet aspect-là qui je pense, en tout cas, dans mes souliers à moi en tant qu'entrepreneur, que je me pose toujours cette question-là. Il y a un risque. La question est là, bonne. oui. Puis même si on fait attention à nos gens, on leur donne une rémunération qui est très enviable, puis qu'on leur donne des beaux projets motivants, reste que
l'inconnu a tout le temps de l'air plus vert. Le gazon a toujours tout le temps l'air plus vert ailleurs souvent que où est-ce qu'on est réellement. Donc, cet aspect-là, moi, continuellement, me fait poser cette question-là. Je vois par contre qu'il y a des gens dans l'entreprise qui organiquement ont une certaine présence sur LinkedIn. La manière que je le testerais peut-être éventuellement, c'est que le contenu que l'entreprise génère, par exemple le podcast Pivot ou ce qu'on fait aujourd'hui avec Hypercroissance, on le promote déjà sur nos médias d'entreprise. Moi, je travaille déjà de repartir de cette publication-là pour faire un post qui est plus impactant au niveau émotion, mais ça me prend du temps. Fait que je me dis, est-ce que notre équipe marketing pourrait pas reprendre le contenu, mettre ce contenu-là dans un fichier Excel avec 5 exemples de messages potentiels qu'on pourrait prendre. Puis là, quand il y en a un dans l'entreprise qui le prend, il le met en vert pour dire qu'il a déjà été utilisé. Donc, que le contenu soit en partie pré-mâché avec du contenu qui provient de l'entreprise, avec une twist un peu plus humaine. Puis après ça, les gens sélectionnent lequel qu'ils veulent et ils viennent barrer ce post-là pour être certain qu'il n'y ait pas 2 personnes qui sortent le même post. Donc, c'est peut-être l'angle dans laquelle que j'essaierais peut-être de l'amener avec ces gens-là qui sont déjà organiquement en présence sur LinkedIn, au lieu qu'eux aient à investir une fortune de temps ou à dépenser des calories mentales pour dire là, il faudrait que je prenne le post d'OpenMind puis le twister un peu dans un angle que je suis plus confortable, mais si on leur propose certains gabarits ou certains templates à 95% pré-mâchés, qui peuvent après ça venir ajouter leur couleur. Je pense qu'on fluidiserait le processus pour les gens qui sont déjà là organiquement. Fait que ça, c'est mon hypothèse. Si jamais on avance là-dessus, ce serait plus sur cet angle-là. Je suis pas sûr que je donnerais par contre des bonus aux gens pour le faire. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Il y a peut-être là aussi le défi, c'est de se dire si le bonus est là, je le fais. Si le bonus n'est pas là, je le fais pas. Moi, je trouvais ça intéressant. Je me dis, la visibilité que je vais gagner avec LinkedIn, de toute façon, je la paierai en publicité. Donc, c'était mon calcul que je faisais. Le coût par 1000 impressions que ça me coûte en publicité, je le calcule sur LinkedIn. En ce moment, je suis à peu près à la même chose. Tant qu'à le donner à Meta, je préfère le donner en bonus à mes collègues. Donc, c'était un calcul comme ça que je faisais. Bon, il y a peut-être quelques points, peut-être des apprentissages que je ferais dans un contexte de la sorte. Je pense que ton approche est bonne ici. Et loin de moi l'idée de vouloir sous-estimer la capacité de création d'un collègue à créer du contenu, parce qu'il peut y en avoir. Il peut y avoir énormément de création qui vient et qui peut commencer à publier, mais plus souvent qu'autrement, écoute, c'est pas son travail numéro 1. Donc, si tu l'obliges à avoir un travail de réflexion, à se dire qu'est-ce que je vais publier sur LinkedIn, tu le sors de son focus, tu le sors de son travail,
tu le mets pas dans un environnement qui peut avoir nécessairement le plus de succès comparativement à un entrepreneur qui le sait lui-même. S'il fait parler davantage de lui, il y a plus de gens qui vont le connaître, il y a plus de potentiels employés qui peuvent postuler chez lui, de potentiels clients qui peuvent postuler chez lui. Lui, il va gagner. Les cases se cochent à savoir que c'est gagnant pour lui. Un collègue, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a vraiment à gagner? C'est difficile à comprendre, surtout si tu enlèves la dynamique monétaire ici. Donc, de voir davantage tes collègues comme un canal de distribution que comme un canal de création, je pense que ça serait ça la différence, l'ajustement que je ferais cette fois-ci. C'est que je pense que j'ai donné trop de liberté personnellement dans ce que les gens pouvaient écrire. J'avais donné des lignes directrices, certes, mais au final, si le résultat était de la sorte, ça veut dire que les lignes directrices étaient peut-être pas assez claires. La dynamique était pas assez claire. Donc, je pense que ton approche est bonne ici, c'est de se dire, donne une vision peut-être plus claire et par la suite, espérons que le résultat soit meilleur. Et j'aime comment tu le catégorises entre de faire de la création de contenu ou de la distribution de contenu. Je trouve ça super pertinent de l'illustrer avec ces mots-là parce qu'effectivement, ça serait plus une tendance de distribution ou de faciliter la distribution de ce qu'on produit déjà de toute façon comme pièce maîtresse. Donc, c'est super intéressant. Mais moi, j'ai une grosse annonce à te faire, Jonathan. Je revois complètement ma stratégie LinkedIn. Donc, je suis en train de travailler depuis un bon bout de temps. Je t'avais dit que je me re-challenge personnellement beaucoup en ce moment sur la création de contenu avec ce qu'on a fait de Histoire de foot. Donc, je regarde un peu comment on change nos podcasts. On est en train de changer un de nos podcasts à 100% dans la manière qu'on crée. Et je vais changer beaucoup ma manière de créer du contenu sur LinkedIn. Donc, si cette approche-là, ma nouvelle approche, je dirais, devient fonctionnelle, peut-être voudrais-je la décliner par la suite à d'autres membres de mon entreprise avec une phase 2.0 de test de distribution de contenu avec des collègues. Donc, je dis pas non, je risque peut-être de restructurer le tout, mais avant toute chose, je veux tester ma nouvelle approche et voir si elle fonctionne. Ça va être intéressant à suivre. Toujours pertinent de te voir aller d'itérer puis de tester des choses et de sauter en bas de l'avion sans parachute. Donc, très pertinent. C'est pour ça qu'on fait le podcast. Et bon, peut-être avant qu'on termine le tout, est-ce que tu as des nouvelles pour nous? Je pense que ce serait intéressant à partager avec notre audience. 2 nouvelles intéressantes. La première, on a parlé souvent d'OpenAI dans les derniers mois, où il y avait beaucoup de gens qui ont quitté l'organisation, des fondateurs, entre autres, des gens super importants qui ont quitté. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est OpenAI qui attire, entre autres, une personne qui était très haut placée et de qualité, qui provient de Meta, qui est la maison mère de Facebook. Donc, viennent d'aller chercher l'ancien responsable de l'unité Orion de Meta pour diriger les efforts au niveau robotique. Donc, c'est une embauche extrêmement stratégique que OpenAI vient de faire et ils viennent de lancer un peu un message au marché qu'ils envisagent sérieusement d'élargir leur technologie d'intelligence artificielle au-delà des modèles de langage pour amener ça vers de la robotique. Donc, cette personne-là, entre autres, a une grande expertise en téléprésence, donc tout ce qui est la réalité virtuelle augmentée. Donc, je pense qu'on va voir apparaître des choses dans les prochaines semaines, mois ou trimestres, parce que ça va super vite avec OpenAI, qui va se matérialiser probablement en périphérique, qui est utilisable dans le monde réel. Donc, ça sera plus juste quelque chose conversationnel, mais qu'on va tomber dans un autre mode de l'utilisation de l'intelligence artificielle, robotisée ou de virtualité augmentée. Donc, on n'avait pas eu de signaux très forts jusqu'à date qu'OpenAI allait prendre cette tangente-là. Et là, c'est officialisé. La nouvelle, là, elle est rendue publique maintenant. Je pense que tu connaissais déjà un petit peu également le projet Orion chez Meta. Ben oui. Selon des discussions qu'on a eues. D'ailleurs, j'en parlais ce matin sur un autre de nos podcasts, Social Scaling, où est-ce qu'on faisait le tour des nouvelles de Meta pour le 3e trimestre. On peut décrire Orion, mais je pense qu'on peut davantage inviter les gens qui nous écoutent à aller sur YouTube et regarder le vidéo de Meta présentant les lunettes Orion, tout le projet Orion. Vous allez voir, c'est à couper le souffle. Donc, si on avait à le simplifier, imaginez la possibilité qu'un Quest, qu'un Apple Pro donne en ce moment au consommateur, à l'utilisateur dans la réalité augmentée. L'enjeu qui vient toujours avec ça, c'est la lourdeur des lunettes, sur ce que ça prend littéralement dans votre espace, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de tellement confortable. Eh bien, la présentation que Meta a fait avec le modèle Orion, c'est de se dire, vous avez des lunettes, des lunettes Ray-Bans littéralement, et vous avez la même possibilité de réalité augmentée que vous auriez avec le Quest ou l'Apple Pro. Par contre, c'est important de le dire que quand
Meta a fait cette présentation-là, ils ont clairement dit qu'il n'y allait pas avoir de commercialisation avec ce modèle-là avant plusieurs années, peut-être jamais. Ils ne savent même pas si c'est un modèle qu'ils vont pouvoir commercialiser. Ils nous ont vendu un peu du rêve. Moi, je m'attendais à une sortie dans les mois qui suivent, mais non, je pense que le modèle, juste une paire de lunettes, je pense qu'il coûtait 10 000 $. En tout cas, c'est excessivement cher avoir un modèle de la sorte. Mais c'est impressionnant. Ça vaut la peine d'aller voir, au moins de comprendre où est-ce que les ingénieurs de ces différentes entreprises technologiques itèrent en ce moment. Parce que, je veux dire, on ne sait pas quand ça peut arriver, mais on voit que c'est la vision que ces entreprises ont. Et ça fait énormément de sens d'avoir un OpenAI qui veut se lancer un petit peu plus dans le hardware, si c'est ce que je comprends avec la nouvelle que tu nous donnes aujourd'hui. Ils vont bâtir quelque chose d'excessivement... Ils sont en train de bâtir quelque chose d'excessivement important, mais on le voit, c'est continuellement les gens qui possèdent le hardware qui, à la fin de la journée, sont capables de dicter les règles du jeu. C'est pas pour rien que Google met énormément d'argent depuis plusieurs années pour rentrer dans cette catégorie-là. Meta, la même chose. C'est un endroit qui est indispensable à être quand on bâtit des technologies aussi puissantes que les médias sociaux de ce monde ou que les chats GPT de ce monde. Ça devient indispensable. Et Meta, avec ce fameux projet-là, entrevoit une alternative au téléphone mobile. Là. Ça permettrait aux utilisateurs Bien sûr. voir ces notifications, de naviguer, de communiquer, d'interagir avec des applications directement via les lunettes. Donc, j'ai déjà dit dans des précédents podcasts que ma perception, c'est qu'un jour, le téléphone intelligent va disparaître et c'est fort probablement des lunettes en réalité augmentée qui vont venir remplacer ce qu'on a dans nos mains à tous les jours à l'heure actuelle. Et je ne sais pas si tu as essayé les lunettes Ray-Ban que Meta a sorties. J'ai eu la chance... Je n'ai pas testé. Je les ai testées avec un ami qui les a achetées. Ça coûte pas tant cher plus qu'une paire de lunettes normales parce qu'on peut mettre une prescription à l'intérieur en plus. Super efficace pour filmer ce qui se passe en temps réel. C'est des courts clips qui peuvent être filmés. C'est pas beaucoup plus lourd qu'une paire de lunettes réguliers et également, on peut écouter de la musique. La qualité de son, elle est quand même très bonne. Donc, on voit là, que le projet là, avance à grands pas et je pense qu'ils vont arriver plus vite qu'on pense au bout de la ligne. Et là, OpenAI qui rentre probablement dans ce marché-là aussi. Donc, ça va être intéressant. D'autres nouvelles de ton côté? Je terminerai avec une dernière nouvelle. Amazon a lancé, Jeff Bezos d'Amazon a lancé il y a 10 ans une idée folle de recevoir ses colis à la maison, devant sa porte, grâce à des drones. Et là, on se dit, c'est un projet qui, honnêtement, verra probablement pas le jour avant 20, 30, 40 ans. Il y a 2 ans, ils ont fait une démonstration d'un drone qui permettait de supporter les colis et de les amener à distance. La technologie, elle est fonctionnelle. Il restait un petit peu des termes à itérer pour réussir à amener ça en production, mais le plus gros problème était l'autorisation des instances gouvernementales pour faire des tests et avancer. Eh bien, Amazon vient de recevoir l'approbation de la FAA pour son nouveau drone et va pouvoir commencer les tests en Arizona. Donc, la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, est-ce qu'on peut se le dire, un drone qui se promène dans l'espace aérien peut causer des problèmes avec le côté de l'aviation, mais aussi un danger si jamais le drone tombe ou le colis tombe. Donc, Amazon peut maintenant lancer son programme Prime Air, qui va être la livraison à domicile en Arizona de colis. Donc, ça va augmenter, entre autres, Amazon à améliorer la rapidité, l'efficacité des livraisons avec cette nouvelle génération de drones-là. Donc, une poussée vraiment vers l'avant au niveau technologique et sécurité aussi parce qu'il y a un danger pour l'être humain derrière tout ça. Ce qui devrait faire que nos colis, éventuellement, vont arriver plus rapidement pour moins cher à notre porte. Et j'ai de la misère à voir comment qu'Amazon va réussir à améliorer encore plus après ça sa rapidité de livraison. Déjà là, encore moi, cette semaine, je vous donne un exemple très ludique, mais j'ai brisé mon bracelet de montre dimanche soir à 9 h. Je l'ai commandé à 10 h et le lendemain matin, c'était chez nous. Ouais. Et je me dis comment ils peuvent aussi rapidement livrer ça à partir d'une commande en ligne, déjà là, sans drone. Et si le drone est disponible, ben, forte chance qu'à 10 h, je commande mon colis un dimanche soir et qu'il pourrait arriver 1 heure ou 2 plus tard à ma porte. Là. Et ça fait longtemps qu'on les voit, ces vidéos-là. Je me rappelle, en 2015, Jeff Bezos faisait une entrevue à 60 Minutes qui démontrait sur quoi il est en train de travailler. Donc, je trouve ça tellement intéressant de voir que ça va être en 2025, soyons clairs, qui risque peut-être d'avoir une approbation dans un État américain. On parle d'un projet qui a été présenté en 2015. Donc, ça veut dire que le projet a commencé sûrement dans ses premières itérations au début des années 2010. On parle de... C'est 15 ans pour arriver avec quelque chose de la sorte. Donc, tu sais, souvent, on prend
on prend pour acquis qu'une innovation se fait rapidement, que les lunettes Orion se sont faites rapidement. Ce sont des projets qui prennent des décennies. Je pense que c'est l'avantage d'une organisation qui génère énormément de cash flow. C'est un de leurs gros avantages, c'est qu'ils peuvent mettre des milliards et des milliards de dollars à l'année en innovation et accepter que ces projets-là vont peut-être être totalement des flops ou des gagnants incroyables et que ça va prendre 10 ans. Mais quand ça arrive et qu'ils gagnent, ils gagnent et pas à peu près. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler pour la suite des choses pour Amazon. Et je pense que ça va aller plus vite qu'on pense parce qu'ils sont déjà en attente d'un hockey du Royaume-Uni et de l'Italie. Ils s'attendent d'ici la fin 2024 à pouvoir tester certaines villes. Donc, peut-être qu'en Europe, tu vas pouvoir tester ça avant nous ici au Canada. Donc, ça bouge vite. Et moi, je mettrais fort à parier derrière tout ça que l'intelligence artificielle a grandement accéléré le côté sécuritaire. Donc, oui, ça a pris 10 ans, mais il y a eu d'avoir beaucoup de choses qui ont été réglées dans les derniers 18 à 24 mois depuis les grands bonds de l'avant de par l'intelligence artificielle. Donc, moi, je m'attendrais à ces genres de projets-là qui prennent 10 ans à amener au marché. Devant nous, va peut-être prendre 3 ans, 2 ans, 1 an. Donc, on va voir une accélération de ce type de nouvelles technologies-là, je pense, devant nous, que les cycles vont réduire pour réussir à se rendre dans une utilisation quotidienne de l'humain. On va suivre ça de près. Autre chose de ton côté avant que je te laisse filer, Jonathan? C'est complet pour cette semaine, Antoine. Merci. Merci à toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.